Voici aujourd'hui l'histoire de Nathan, le petit-fils de Colette et Henri. Il fait des études de médecine, il a la vingtaine. Il a appris qu'il allait faire un stage en service de psychiatrie, alors il décide de parcourir ses cours et plus particulièrement celui sur la bipolarité. La bipolarité, aussi appelée psychose maniaco-dépressive, est un trouble de l'humeur où la personne peut traverser des phases dites maniaques d'excitation intense ou bien dépressive avec une phase stable. L'âge d'apparition des premiers signes se situe entre 17 et 40 ans environ. Cependant, la personne peut être diagnostiquée bien plus tard, car ce trouble est difficile à repérer. Ce sont souvent au moment de l'apparition de phases dépressives que ce trouble est repéré. De plus, la diversité des signes et leur sévérité complexifient encore plus le diagnostic. Il y a trois formes: maniaque, avec ou sans symptômes psychotiques, c'est-à-dire avec des idées délirantes et hallucinations par exemple; dépressive, avec ou sans symptômes psychotiques, ou bien des formes mixtes, avec ou sans symptômes psychotiques. Il y a une origine génétique, même si ce n'est pas toujours le cas. En France, on compterait entre 1 et 2,5% de la population qui présenterait un trouble bipolaire. Cela représente entre 650 000 et 1 600 000 personnes dans le territoire. Mais qu'est-ce qu'on appelle accès maniaque? On peut le décrire comme un état jovial, voire euphorique, un fort désir de parler, une labilité affective ainsi qu'une irritabilité. La personne présente de la mégalomanie, une estime de soi démesurément grande, avec des troubles de l'attention, fuite d'idées, facilement distraite, etc., et de la mémoire. Elle est entraînée dans de nombreux projets, souvent difficilement réalisables, et s'engage dans des conduites à risque. Elle est plus susceptible d'arrêter son traitement lors de cette phase. La personne se sent moins fatiguée et dort très peu. On peut décrire la personne comme provocatrice, avec des jeux de mots, des coqs à l'âne et une hypersexualité. Lors de l'épisode maniaque, il peut y avoir des symptômes psychotiques avec des idées délirantes de grandeur, de persécution, des hallucinations, etc. L'agitation motrice se rajoute au tableau avec des fuites d'idées qui peuvent rendre la personne complètement incompréhensible par son entourage. Par exemple, la personne peut complètement vider son compte en banque ou bien se balader nue sur l'autoroute. C'est quoi la différence avec l'accès hypomaniaque? L'hypomanie serait une forme plutôt atténuée par rapport à la manie, même si globalement les symptômes sont similaires. Dans ce cas, il n'y a pas de symptômes psychotiques de type idées délirantes, hallucinations et autres. Et l'accès dépressif alors? Les formes peuvent être diverses. La personne peut être irritable ou bien être dans un état de tristesse intense, anesthésiée affectivement, ou bien présenter une hyperréactivité émotionnelle. La personne ne trouve plus goût, plaisir ou intérêt dans des activités qui lui procuraient auparavant ses sentiments. L'apathie peut être présente, c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément exprimer d'émotions ou bien être active. La personne présente un ralentissement cognitif, perte d'attention, de concentration, troubles de la mémoire, etc., un ralentissement moteur ou au contraire une agitation motrice. Elle a un discours pauvre, lent, avec très peu d'idées exprimées, avec des idées de dévalorisation et de culpabilité. Des troubles du sommeil comme de nombreux réveils, une hypersomnie, le fait de beaucoup dormir, ou bien une insomnie, ne plus réussir à dormir, et une asthénie, c'est-à-dire une fatigue générale. Une perte de poids plus ou moins importante, pouvant aller jusqu'à l'anorexie, ou bien au contraire une prise de poids et hyperphagie, c'est-à-dire une consommation alimentaire excessive. La personne peut présenter des symptômes psychotiques, avec des idées délirantes de persécution, de ruine, d'incurabilité, de péché, etc., ou bien des hallucinations par exemple. Il y a une forme plus grave encore, celle de la mélancolie, avec des passages à l'acte suicidaire. Ces différentes phases peuvent s'enchaîner de différentes manières. Des traitements existent cependant pour leur permettre par exemple d'avoir un emploi et de mener une vie normale, ainsi qu'un suivi régulier par des médecins, psychiatres et psychologues. Quels sont les impacts sur la vie des personnes présentant un trouble bipolaire? La personne peut être impactée dans différents aspects de sa vie, comme un retrait professionnel, social, voire familial,
où la personne peut être complètement coupée et isolée. Des idées suicidaires, voire des passages à l'acte sont plus susceptibles de survenir lors d'épisodes dépressifs, mais ils peuvent également survenir lors des autres phases. Il peut aussi y avoir des conduites d'auto-agression. Et les aidants dans tout ça. L'entourage de la personne présentant un trouble bipolaire peut se voir en difficulté, notamment à cause d'une méconnaissance de ce trouble. Ils ont un rôle très important dans la prise en charge de leurs proches, car ce sont eux qui sont au contact de cette personne et qui vont être les plus à même de repérer les changements d'humeur et d'agir en conséquence, ce qui peut aller jusqu'à l'hospitalisation sous contrainte lorsque cela devient dangereux pour la personne et ou les autres. Les aidants ont également besoin d'accompagnement, car la prise en charge peut être très complexe et source d'épuisement. Des associations existent pour les accompagner, comme l'UNAFAM et Bipolarité France. Quelques idées reçues sur la bipolarité. Agressivité et dangerosité. Faux. Elles sont plus susceptibles de se faire du mal à elles-mêmes qu'aux autres. La personne peut changer d'humeur d'un coup. C'est faux. Cela ne se passe pas aussi rapidement, il y a une gradation de l'état. C'est commun à l'humain. Oui, tout le monde peut avoir des périodes de haut et de bas. Cependant, la bipolarité est un réel trouble psychiatrique qui va vraiment complexifier la vie de la personne. Impossible à soigner. C'est faux. Il y a des traitements et des ateliers ou suivis que l'on peut mettre en place. N'hésitez pas à consulter votre médecin ou un psychiatre si vous avez des doutes. Des conduites addictives. C'est faux, ce ne sont pas uniquement les personnes bipolaires qui en ont. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous écouter et nous vous disons à bientôt pour de nouvelles aventures.